Dans une pièce étouffante du palais de l'Élysée, les rideaux sont tirés, les cendriers débordent, et une pendule martèle les secondes comme un compte à rebours. Dehors, la France vacille au bord de la guerre civile. Dedans, un homme presque inconnu du grand public s'apprête à décider comment, pendant des décennies, 60 millions de Français devront vivre, voter, obéir, se révolter. Il a moins de 3 mois pour réécrire les règles du pouvoir d'un pays entier. S'il échoue, c'est le chaos. S'il réussit, son nom restera gravé dans chaque article de la Constitution. Mais presque personne ne saura que c'est lui qui l'a écrite. Cet homme, c'est Michel Debré. Pas un tribun flamboyant, pas un général en uniforme, mais un juriste à l'allure raide, les lunettes posées sur un regard d'une dureté presque inquiétante. Face à lui, une armée de sceptiques, de ministres inquiets, de généraux furieux, de colons d'Algérie prêts à prendre les armes, et, dans l'ombre, un rival au sourire ambigu qui déteste tout ce que Debré représente. François Mitterrand, futur président, qui baptisera l'œuvre de Debré d'un titre assassin, le coup d'État permanent. Mais pour comprendre comment ce fils de grand médecin, né bien loin des projecteurs, est devenu l'architecte presque secret de la République, il faut remonter le temps. Avant les nuits blanches passées à noircir des pages de Constitution, il y a un enfant, un adolescent, puis un jeune homme qui regarde la France s'effondrer 2 fois en une génération, et qui décide que, quoi qu'il en coûte, cela ne se reproduira plus jamais. Il naît le 15 janvier 1912, à Paris, dans un monde qui ne sait pas encore qu'il va se fracasser sur les tranchées de 1914. Son père, Robert Debré, est un médecin brillant, promis à devenir l'une des grandes figures de la pédiatrie française. La maison des Debré n'est pas seulement un lieu de confort bourgeois, c'est un laboratoire d'idées. On y parle médecine, science, république, devoir, mérite. Chez les Debré, on ne rêve pas de fortune facile ni de gloire tapageuse. On rêve de servir l'État comme d'autres entrent au monastère. Le petit Michel grandit dans cette atmosphère dense. Très tôt, il comprend qu'il est attendu au tournant. Son père, d'origine juive alsacienne, a choisi de croire à la promesse républicaine d'assimilation et de progrès. La France, pour Robert Debré, est une patrie à laquelle on se lie presque religieusement. Pour son fils, cette idée devient une obsession. Si la France vous a tout donné, vous devez tout lui rendre. Et tout, dans son esprit d'enfant sérieux, signifie vraiment tout. La Grande Guerre emporte des camarades de classe, abîme des familles entières, répand les mutilés dans les rues. Michel, enfant, regarde les soldats en permission, les visages creusés, les corps brisés. Il n'oubliera jamais cette vision d'un pays victorieux mais épuisé, comme un géant blessé qui continue d'avancer par pure volonté. Derrière la façade de la victoire de 1918, il voit déjà les failles, l'instabilité, le ressentiment, la politique bousculée par les passions. Au lycée Montaigne, puis à Louis le Grand, Michel est ce garçon à la fois discret et rigide. Il n'a pas le charme facile de certains de ses camarades, pas cette aisance mondaine qui ouvre les portes des salons. Il a autre chose, une capacité presque maniaque à travailler, à aligner les raisonnements, à disséquer les textes. Les professeurs remarquent sa précision, sa froideur analytique. Lui se forge, ligne après ligne, une réputation de jeune homme sérieux, dans un monde où, déjà, le sérieux commence à passer de mode. Tandis que la France des années 20 se jette dans les cafés, le jazz et la légèreté, Michel Debré prend une autre voie. Il entreprend des études de droit, puis fréquente l'école libre des sciences politiques. Il ne cherche pas seulement un diplôme. Il veut comprendre comment fonctionne l'État de l'intérieur, comment se prennent les décisions, quelles règles, quels mécanismes permettent ou empêchent l'exercice de l'autorité. Là où d'autres rêvent de romans ou de journalisme, lui rêve de procédures, de textes, de hiérarchie. Dans ces amphithéâtres, une autre génération se forme en même temps que lui. À quelques années d'écart, un certain François Mitterrand, issu lui aussi de la bourgeoisie provinciale, suit un chemin parallèle. Il lit, il débat, il fréquente les mêmes couloirs de Sciences Po. 2 trajectoires qui ne se croisent pas encore directement, mais qui déjà s'opposent par instinct. L'un se dirige vers un culte, de l'État fort, vertical, presque militaire. L'autre s'oriente vers un rapport plus souple, plus politique, plus manœuvrier au pouvoir. La rivalité, un jour, éclatera au grand jour.
Pour l'instant, elle s'écrit en silence, dans des salles de cours et des bibliothèques. En 1934, Michel Debré réussit le prestigieux concours du Conseil d'État, ce temple discret où se fabriquent les avis, les arbitrages et les textes qui encadrent la vie du pays. Pour un jeune homme obsédé par les rouages du pouvoir, c'est un triomphe. Il entre dans cette institution comme on entrerait dans les ordres, couloirs feutrés, bureaux tapissés de dossiers, discussions sans éclat mais décisives sur une virgule, un alinéa, un décret. C'est son univers. Mais dehors, la France se fissure. Crise du 6 février 1934, montée des ligues d'extrême droite, affrontements de rue, gouvernement instable. L'ombre de Hitler s'étend sur l'Europe. Mussolini parade en Italie. Au Conseil d'État, les stylos tracent des lignes que les événements menacent de balayer à tout moment. Michel Debré, lui, observe une chose, la fragilité du régime. La Troisième République chancelle sous le poids de gouvernements qui tombent les uns après les autres. Dans cette valse des majorités, il voit un danger mortel. Un État qui ne s'est pas décidé est un État condamné. Cette conviction va marquer sa vie. La France ne peut pas survivre sans un pouvoir exécutif, fort, stable, capable de trancher. Il ne le sait pas encore, mais cette idée, martelée en lui par les crises des années 30, nourrira la Constitution de 1958, comme une veine souterraine nourrit un arbre immense. Quand éclate la Seconde Guerre mondiale, en 1939, Michel Debré n'est plus seulement un jeune conseiller d'État prometteur. Il est officier de cavalerie de réserve. Comme tant d'hommes de sa génération, il quitte les bureaux feutrés pour la boue des routes, le bruit des moteurs, la panique des colonnes en retraite. En mai-juin 1940, la défaite est foudroyante. L'armée française se disloque, les ordres se contredisent, la débâcle est totale. Debré est fait prisonnier par les Allemands. Pour l'homme qui a consacré sa vie naissante à l'idée d'un État puissant, voir la France s'effondrer ainsi est un choc presque physique. Dans les camps de prisonniers, derrière les barbelés, il médite sur cette humiliante réalité. Le pays qu'il vénérait comme une machine, rationnel, s'est révélé incapable de se défendre. Le temps des textes et des procédures semble balayé. Mais chez lui, la défaite ne produit pas la résignation. Elle produit une colère froide. En 1941, il parvient à s'évader. Là encore, pas de geste romanesque spectaculaire, pas de cavalcade sous les balles, mais une détermination glaciale, une capacité à analyser, organiser, attendre le moment propice, ce mélange de patience et de dureté qui fera de lui un négociateur redoutable, s'affirme dans cet épisode clandestin de sa vie. De retour en France occupée, il reprend officiellement sa place au Conseil d'État. Désormais soumis au régime de Vichy, mais derrière les façades, il commence à tisser des liens avec la résistance. Pour lui, tout se joue sur un double front. Il faut combattre l'occupant allemand, mais aussi préparer le jour d'après. Cette reconstruction de l'État, qui, il en est convaincu, ne pourra pas se contenter de remettre en place les vieux mécanismes de la Troisième République. La France devra renaître autrement, avec des institutions nouvelles, plus solides, plus claires. Peu à peu, les contacts s'intensifient. Debré rejoint les réseaux gaullistes. En 1943, il gagne Londres, ce lieu où tant de destins français se reconfigurent. C'est là qu'il rencontre véritablement celui qui deviendra la clé de sa vie politique, Charles de Gaulle. Le général n'est pas juriste, il est d'instinct et de vision. Debré, lui, est tout l'inverse, fait de textes, de structures, de détails. Entre les deux hommes, quelque chose s'emboîte. De Gaulle sait ce qu'il veut, un État redressé, une France debout. Debré sait comment y parvenir, en dessinant des institutions capables de porter cette volonté. À Londres, puis à Alger, Michel Debré est chargé des questions judiciaires et administratives pour la France libre. Il travaille sur ce qui semble technique mais qui est, en réalité, explosif. Comment rétablir la légalité républicaine après Vichy ? Comment écarter les magistrats compromis? Comment juger les collaborateurs? Comment réintégrer les résistants dans un cadre légal? À chaque ligne qu'il écrit, à chaque note qu'il rédige, une obsession revient. Ne plus jamais laisser la France sans colonne vertébrale institutionnelle. Pendant ce temps, à Paris occupé, François Mitterrand, lui aussi, navigue dans les eaux troubles de la guerre, d'abord proche de milieux vichistes, puis peu à peu basculant vers la résistance. Il forge un autre rapport à l'État, plus ambigu, plus sinueux,
Quand la libération arrive, les deux hommes émergent de l'épreuve marquée au fer rouge, mais porteurs de visions différentes. L'affrontement n'est pas encore ouvert, mais le décor est planté. Deux fils de la même histoire nationale, deux lectures opposées. De ce que doit être la République. En 1944, à la Libération, Michel Debré est nommé commissaire de la République pour la région d'Angers. Il arrive dans une France à la fois en liesse et en fureur. Les drapeaux tricolores couvrent les rues, mais les règlements de compte se multiplient, l'épuration sauvage menace de dégénérer en spirale de violence. Sa mission est claire, brutale, rétablir l'autorité de l'État, imposer la légalité là où la vengeance menace de tout emporter. Sur les places publiques, les tondus défilent sous les insultes. Les collaborateurs réels ou supposés sont malmenés, parfois exécutés sommairement. Debré se retrouve au cœur de ce chaos moral et politique. Il doit faire arrêter certains, relâcher d'autres, trancher entre la justice et la haine. Là encore, son tempérament se révèle, raide, inflexible, parfois jugé inhumain, mais animé par une idée fixe, sans règle. La France retombe dans la nuit. Ses mois en province le marquent profondément. Il découvre la France réelle. Les paysans qui ont nourri des maquisards le jour et vendu des œufs aux Allemands le soir, les notables qui ont composé avec l'occupant tout en finançant parfois la résistance, les jeunes qui ont pris les armes par conviction ou par opportunisme. Rien n'est simple, tout est gris, mais pour lui, une ligne ne doit jamais être franchie. La souveraineté de l'État ne se négocie pas. En 1945, la guerre terminée, Debré revient à Paris avec un double capital, une légitimité de résistant et une expertise unique dans les affaires administratives et judiciaires. C'est le moment où la 15e République se met en place, sur les ruines encore fumantes de la guerre et de Vichy. Très vite, il entre en politique au sens plein du terme. Il devient sénateur d'Indre-et-Loire en 1948. À partir de là, il ne sera plus seulement le juriste en coulisses, mais un acteur à part entière. À la tribune, sa voix est grave, ferme, sans recherche d'effet. Il n'a pas le verbe séducteur d'un Mendès France, ni la causticité d'un Mitterrand, mais il a autre chose, une implacable cohérence. Il fustige les faiblesses de la 14e République, ses gouvernements qui tombent au rythme des crises parlementaires, son incapacité à faire face aux décolonisations qui s'annoncent. Pour beaucoup, il apparaît d'abord comme un rabat-joie autoritaire, l'homme qui dit sans cesse « Attention, tout va s'effondrer ». Mais, peu à peu, les événements semblent lui donner raison. Les guerres coloniales s'enchaînent, Indochine, puis l'Algérie, à partir de 1954. La 14e République hésite, recule, se contredit. Les gouvernements se succèdent sur fond de votes de confiance improbables. Dans les couloirs du Sénat, Debré serre les dents. Chaque nouvelle crise renforce sa conviction que le régime est condamné. Dans ce monde politique en ébullition, François Mitterrand, lui, gravit les échelons. Ministre à plusieurs reprises, maître dans l'art de survivre à tous les changements de gouvernement. Là où Debré voit une décadence, Mitterrand voit un terrain de jeu complexe, mais exploitable. Les deux hommes se croisent désormais dans les commissions, les hémicycles, les antichambres. Ils se jaugent, s'observent. L'un incarne la fidélité presque mystique à De Gaulle et à l'État fort. L'autre devient peu à peu le visage d'une gauche habile, critique, méfiante envers toute concentration de pouvoir. Pour Michel Debré, le temps se resserre. Il le sent presque physiquement. Chaque jour où la 4e République hésite sur l'Algérie, chaque gouvernement renversé, chaque vote à courte majorité est une minute, de plus arraché au compte à rebours qu'il entend depuis 1940, celui de l'effondrement possible. Bientôt, se dit-il, il sera trop tard pour sauver la France d'elle-même. Alors, tandis que la presse commente les chutes de ministères et que les cafés parisiens ironisent sur la comédie parlementaire, Debré commence à travailler dans l'ombre sur ce qui deviendra son arme décisive, un autre modèle d'institution. Des notes, des projets, des schémas s'accumulent dans ses dossiers. Il n'a encore ni mandat ni pouvoir pour les imposer, mais il sait qu'un moment viendra, forcément, où le pays n'en pourra plus de cette instabilité. Ce jour-là, il faudra être prêt. Ce moment approche plus vite qu'on ne le croit. À Alger, les tensions montent. Les colons refusent l'idée même d'une Algérie indépendante. L'armée gronde, des comités de salut public se forment. À Paris, les politiques tergiversent.
Dans ce climat crépusculaire, un nom revient sur toutes les lèvres, de Gaulle. Et, collé à ce nom comme une ombre silencieuse, celui de Michel Debré, l'homme qui a déjà en tête une nouvelle architecture pour la France. Il reste quelques mois avant que tout ne bascule. Quelques mois avant que la pendule, dans un bureau feutré de l'Élysée, ne recommence à marteler un compte à rebours sans pitié, quelques mois avant que Michel Debré n'ait, cette fois pour de bon, un temps limité pour redessiner le visage de la République sous le regard acéré d'un rival qui n'attend qu'une chose, le voir échouer. Le 13 mai 1958, à Alger, la foule hurle « Armée au pouvoir !» Et sous les fenêtres du gouvernement général, des parachutistes en treillis montent les escaliers 4 à 4. Des civils armés défoncent des portes à coups de crosse. Et, sur le balcon, un général inconnu du grand public apparaît pour lancer un cri qui glace Paris. « Vive de Gaulle !» Dans le vacarme, au milieu des fumigènes et des drapeaux tricolores, une idée se faufile comme un éclair. Si l'armée franchit l'Assa, Méditerranée, c'est la guerre civile. La 14e République est à 2 doigts de s'effondrer sous les bottes. À des centaines de kilomètres, dans un bureau sévère du Conseil d'État, un homme penché sur des piles de dossiers lève les yeux vers le poste de radio. Il écoute silencieux les bulletins spéciaux, la voix blanche des journalistes, les rumeurs de putsch. Depuis des années, il prophétise l'arrivée de ce moment. Maintenant qu'il est là, il n'a qu'une pensée. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Cet homme, c'est Michel Debré. Il sait que le compte à rebours vient de commencer. Et que, dans quelques semaines, soit il aura contribué à sauver l'État, soit il aura assisté à son naufrage définitif. Le plus troublant, c'est que ce chaos, en un sens, l'arrange. Toute sa carrière, toute sa pensée se sont construites contre la faiblesse de la 14e République. Chaque chute de gouvernement, chaque volte-face sur l'Algérie, on nourrit sa conviction qu'il faut un pouvoir exécutif renforcé. Mais la situation qui se déchaîne en ce mois de mai 1958 dépasse tout ce qu'il avait imaginé. L'armée menace de marcher sur Paris, les colons d'Algérie veulent imposer leurs lois, les partis politiques sont paralysés. Et dans cette panique, un nom surgit, comme une solution et comme un danger, Charles de Gaulle. Depuis des mois déjà, Debré prépare le terrain pour le retour du général. Au Conseil de la République, en 1957, il a prononcé ce discours qui fera scandale. L'État, c'est le général de Gaulle. Dans l'hémicycle, un silence glacé avait suivi ces mots. Pour les défenseurs de la 4e République, ils avaient résonné comme une quasi-trahison. Parmi eux, un sénateur au regard noir avait serré les poings, François Mitterrand. Pour lui, Debré venait de franchir une ligne rouge en livrant l'État à un homme, fût-il le héros de 1940. Ce jour-là, la rivalité latente entre les deux hommes prend la forme d'une fracture irréconciliable. À mesure que la crise d'Alger s'aggrave, ce conflit de vision devient central. Debré voit dans l'appel à De Gaulle la dernière chance de rétablir l'autorité de l'État avant que l'armée ne le remplace. Mitterrand y voit le prélude à un coup de force contre la démocratie parlementaire. Les journaux s'enflamment. Dans les colonnes des quotidiens, les tribunes s'opposent. Dans les coulisses, on murmure déjà le mot terrible, coup d'État. À Matignon, les ministres de la 14e République se succèdent autour de tables encombrées de dossiers qu'ils n'ont plus le temps de lire. Le gouvernement de Pierre Pflimlin vacille, avant même d'être vraiment en place. Des télégrammes arrivent d'Alger, de Constantine, d'Oran, décrivant des comités de salut public qui se proclament représentants de la vraie France. On parle de parachutistes prêts à sauter sur Paris si les politiciens n'obéissent pas, l'air sent la fin de régime. Dans ce décor crépusculaire, Michel Debré se met en marche. Il multiplie les rencontres avec les gaullistes, les appels, les notes. Il n'est encore qu'un sénateur influent, un juriste respecté. Mais pour De Gaulle, il est bien plus que cela. Le cerveau qui, le moment venu, saura traduire en articles de loi sa vision de l'État, dans l'appartement discret où il reçoit ses proches collaborateurs, les conversations se font murmurer, les plans se tracent à la hâte. Le temps file. Chaque jour qui passe augmente le risque d'un affrontement armé. Le 27 mai, De Gaulle annonce qu'il se tient prêt à assumer les pouvoirs de la République. Pour Mitterrand, c'est le masque qui tombe. Aux yeux de l'opinion, cet appel ressemble à une candidature sous pression de l'armée.
Il s'élève publiquement contre ce qu'il considère comme une capitulation des institutions devant la menace des généraux, mais les Français, épuisés par les crises, écoutent aussi une autre musique, celle de la stabilité enfin retrouvée. Debré le sait. Il sent que la balance de l'histoire est en train de pencher. La pression atteint un point extrême à la fin de mai. À Paris, une grande manifestation se prépare pour protester contre le péril fasciste et la possible arrivée de Gaulle au pouvoir sous la menace des baïonnettes. Dans la foule, on scande le nom de Mitterrand, présenté comme le défenseur de la République parlementaire. Dans les journaux gaullistes, on ridiculise ce champion de la cacartième, accusé de s'accrocher à un système à bout de souffle. Au milieu de cet affrontement idéologique, Debré apparaît comme l'ombre portée de Gaulle, l'homme qui n'a pas besoin de micro, ni de meeting pour frapper le régime au cœur, avec une arme autrement plus redoutable que les slogans, le droit constitutionnel. Le 1er juin 1958, la bascule se produit. De Gaulle est investi président du Conseil par l'Assemblée nationale. Dans l'hémicycle, les visages sont graves. Certains votent oui par résignation, d'autres par enthousiasme, d'autres encore par peur. François Mitterrand, lui, vote non. Ce refus le place au rang des opposants déclarés au nouveau pouvoir. Il sent que quelque chose d'irréversible se joue, mais il ne cède pas. Plus tard, il racontera ses jours comme la naissance d'un coup d'État permanent. Pour Michel Debré, c'est un moment d'accomplissement. Le général est de retour aux commandes, mais il n'y a pas de triomphe, pas de champagne. À peine le gouvernement formé, De Gaulle lui confie un portefeuille décisif. Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Derrière ce titre classique, une mission explosive, refonder les institutions. Une loi d'habilitation est adoptée le 3 juin 1958. Elle donne au gouvernement le pouvoir de rédiger un projet de constitution et elle impose un délai implacable, moins de 3 mois pour repenser toute l'architecture de la République. Le sable commence à s'écouler dans le sablier. 3 mois, 90 jours environ, Debré les compte presque obsessionnellement. À chaque réunion, à chaque note distribuée, il garde en tête ce compte à rebours. Il sait qu'au moindre faux pas, les opposants hurleront au coup d'État, que Mitterrand et d'autres dénonceront un texte bâclé sous la pression des armes. Il doit aller vite, mais il doit être irréprochable. Il s'enferme dans son bureau au ministère de la Justice, avenue Foch, transformée en centrale nerveuse de la réforme. Les volets sont souvent tirés, les lampes restent allumées tard dans la nuit. Sur son bureau, des piles de documents. Le discours de Bayeux de 1946, où De Gaulle a esquissé sa vision des institutions. Des notes, rédigées depuis des années par Debré lui-même. Des constitutions étrangères, des projets avortés. À côté, un cendrier déborde de mégots. La scène a quelque chose de monacal et de fiévreux à la fois. Debré n'écrit pas seul, mais il dirige l'orchestre. Autour de lui, une petite équipe de juristes et de hauts fonctionnaires, dont certains viennent aussi du Conseil d'État. Une commission consultative est créée, présidée par Paul Reynaud, réunissant des représentants des partis politiques. Elle doit donner son avis, proposer des amendements. Debré, en stratège, sait qu'il faut associer l'ancienne classe politique au processus, ne serait-ce que pour désamorcer l'accusation de confiscation du pouvoir, mais, au fond, le texte, il l'a déjà dans la tête. Dans le même temps, l'ombre de Mitterrand plane sur chaque article, chaque phrase. Non pas que le socialiste assiège physiquement le ministère, mais Debré anticipe sans cesse ses critiques, comme s'il avait son rival installé en face de lui, prêt à ricaner du moindre flou, de la moindre incohérence. Chaque fois qu'il renforce les pouvoirs du président de la République, il entend en imagination la voix de Mitterrand. Vous livrez la France à un homme providentiel. Alors il affine, justifie, entoure ce pouvoir de garanties apparentes, tout en veillant à ce que le cœur du projet reste intact. Un exécutif fort, stable, capable de décider sans être étranglé par les partis. Le texte s'articule autour de quelques idées centrales. Un président de la République doté d'une légitimité nationale, nommé dans un premier temps par un collège électoral large, mais déjà, Debré caresse l'idée d'un suffrage universel à terme. Un gouvernement, responsable devant l'Assemblée, mais protégé par des mécanismes qui rendent les motions de censure plus difficiles. Un Parlement encadré, avec une distinction entre domaine de la loi et domaine du règlement.
Aux yeux de Debré, ce n'est pas un affaiblissement de la démocratie, c'est une sauvegarde. Sans État fort, il n'y a, selon lui, que le désordre et, derrière, la tentation militaire. Les réunions avec De Gaulle sont des moments intenses. Le général ne s'attarde pas sur les détails juridiques, mais il a des intuitions tranchantes. Il insiste sur le rôle du président, sur la nécessité d'assurer la continuité de l'État, notamment en période de crise. C'est ainsi que naît l'article 16 qui donne au chef de l'État des pouvoirs exceptionnels lorsque les institutions sont menacées. Pour Debré, c'est un instrument de survie pour la République. Pour Mitterrand, ce sera, plus tard, la preuve du caractère monarchique de l'aveu. Pendant que le projet prend forme, la bataille de l'opinion commence. Les adversaires de Gaulle et de Debré dénoncent un texte sur mesure pour un général autoritaire. Des mots lourds circulent, césarisme, dictature, régime personnel. Mitterrand, toujours dans l'opposition, multiplie les interventions pour alerter contre ce qu'il présente comme un recul historique de la souveraineté parlementaire. Debré, lui, accepte de défendre son texte à la radio, dans la presse, mais sans chercher l'effet oratoire. Sa force, pense-t-il, c'est la cohérence implacable de son raisonnement, pas le charme. À ceux qui l'accusent de briser la démocratie, il répond que la 4e l'a déjà trahi, en se montrant incapable d'assumer ses responsabilités. Le temps file. Juillet, août 1958. Tandis que les Français se pressent sur les plages, qu'on vend des glaces au bord de la Méditerranée, dans les bureaux surchauffés, de Paris, on discute des articles, des alinéas, des équilibres subtils entre exécutif et législatif. Certains soirs, Debré rentre chez lui si tard que ses enfants dorment déjà depuis longtemps. Sa vie familiale se réduit à des silhouettes croisées dans le couloir, à des repas pris en silence, le regard encore habité par des schémas institutionnels. Une nuit d'août, alors qu'il révise pour la énième fois la rédaction de l'article 49 sur la responsabilité du gouvernement, il s'arrête, le stylo suspendu. Et si tout cela échouait? Si le référendum prévu à l'automne rejetait son texte? Si Mitterrand et ses alliés parvenaient à convaincre le pays qu'on lui vole sa République? L'idée lui serre la gorge. Il se voit alors renvoyé à ses livres, à son bureau de conseiller d'État, chargé à jamais du stigmate d'avoir tenté sous la menace des armes de changer les règles du jeu. Mais ce moment de doute ne dure pas. Sa nature reprend le dessus. Pas de sentiment, pas de tremblement. Il faut finir, coûte que coûte. Fin août, le projet est prêt. Approuvé par le gouvernement, envoyé au Conseil d'État, soumis au comité consultatif, il sort de ce parcours semé d'embûches sans être profondément défiguré. Debré a su céder sur des détails pour sauver l'essentiel. La date du référendum est fixée, 28 septembre 1958. Le compte à rebours touche à sa fin, mais la vraie bataille commence. Il faut convaincre le peuple français. Dans les semaines qui précèdent le vote, la France se couvre d'affiches. Celle du « oui » montre De Gaulle, visage grave, regard tourné vers l'avenir, silhouette rassurante du sauveur de 1940. Celle du « non » mettent en garde contre un retour au pouvoir personnel, contre une constitution taillée sur mesure pour un chef. Parmi les figures du « non », François Mitterrand. Il sillonne le pays, prononce discours sur discours, dénonce une constitution qui ne sera pas celle d'une république, mais celle d'un homme. Pour Debré, chaque phrase de Mitterrand est une attaque directe, non seulement contre De Gaulle, mais contre lui, le bâtisseur du texte. Le 28 septembre, les bureaux de vote ouvrent dès l'aube. Dans les villages, dans les quartiers populaires, dans les villes bourgeoises, les Français déposent leurs bulletins, les files d'attente sont calmes, presque silencieuses. Personne, ou presque, ne connaît le nom de l'homme qui a aligné les articles sur lesquels il se prononce. On parle du référendum de Gaulle, pas de la constitution de Debré, mais l'intéressé ne s'en offusque pas. Depuis toujours, il a accepté d'être l'homme de l'ombre. Le soir, les résultats tombent. Le « oui » l'emporte largement. Autour de 80% des suffrages exprimés, la France valide l'aveu république. Dans le bureau de Debré, un éclat de joie retenu passe sur son visage austère. Il serre la main de ses proches collaborateurs, remercie ceux qui l'ont aidé. De Gaulle, lui, se félicite de la clairvoyance du peuple français. Mitterrand encaisse la défaite, mais il n'oubliera rien. Quelques années plus tard, dans un livre au titre ravageur, il donnera sa propre interprétation de ces événements. Pour lui, l'aveu
n'est pas né d'une réforme nécessaire, mais d'un coup d'État permanent, dissimulé sous les oripeaux de la légalité. La Constitution est promulguée le 4 octobre 1958. La 4e République appartient désormais au passé. Très vite, il faut organiser les nouvelles institutions. Élection du président de la République au suffrage indirect, puis des députés. De Gaulle est élu chef de l'État en décembre 1958. La foule acclame le général revenu à l'Élysée. Dans les journaux, on parle d'un homme, d'un destin, d'une réconciliation entre la France et elle-même. Dans l'ombre, Debré observe cette apothéose avec une satisfaction froide. La machine institutionnelle qu'il a conçue commence à tourner. Reste une question brûlante. Qui sera le premier chef de gouvernement de cette veuve république? De Gaulle, désormais président, doit choisir un premier ministre capable d'appliquer sa politique, notamment en Algérie, tout en respectant l'esprit de la nouvelle constitution. Beaucoup de noms circulent. Des gaullistes historiques, des anciens résistants, des figures plus souples, jugées plus présentables à l'international. Debré est cité, mais son profil inquiète certains. Trop rigide, trop juridique, trop marqué par sa fidélité absolue au général. Dans les couloirs du pouvoir, on murmure qu'il ferait un premier ministre intraitable. Pendant quelques jours, le suspense est réel. Debré sent que sa carrière est suspendue à cette décision. S'il n'est pas choisi, il restera certes l'architecte de la VE, mais relégué à une deuxième ligne. S'il l'est, il portera désormais la responsabilité d'appliquer, dans le fracas du réel, l'Algérie en flammes, l'économie à redresser. Ce qu'il a imaginé sur le papier? Une responsabilité écrasante, presque terrifiante. Le 8 janvier 1959, le verdict tombe. Charles de Gaulle nomme Michel Debré Premier ministre. L'homme qui, quelques mois plus tôt, traçait des articles dans une pièce enfumée, devient l'occupant de Matignon, chef d'orchestre, d'un gouvernement qui devra prouver, dès les premiers jours, que la veuve République n'est pas seulement une belle mécanique théorique, mais un régime capable d'affronter la tempête algérienne, les résistances des partis, la méfiance de l'opposition, incarnée toujours par François Mitterrand, désormais décidé à faire de cette constitution le terrain de leur duel politique pour les décennies à venir. À 3 heures du matin, le téléphone hurle dans le silence de Matignon. Une sonnerie brutale, métallique, qui déchire la nuit comme une rafale. Michel Debré se redresse d'un bond, attrape le combiné. À l'autre bout du fil, une voix blanche. Les généraux se sont soulevés à Alger. Les paras tiennent la ville. Il ne demande pas de détails. Il sait. Depuis des mois, il répète que si l'armée se détourne du pouvoir civil, la veuve République n'a que quelques heures devant elle. Cette nuit-là, le compte à rebours est précis. 24 heures, peut-être 48. Au-delà, c'est la bascule dans l'inconnu, la guerre civile ou la capitulation. Sur son bureau, une ironie cruelle. Un exemplaire annoté de la Constitution qu'il a lui-même rédigée. Le texte est encore frais, la veuve République à peine sortie de l'encre, et déjà, des généraux d'Algérie veulent la renverser. Dans le couloir, on court, on claque des portes. Debré enfile son veston, passe la main sur ses cheveux en bataille et murmure pour lui-même. Nous allons voir si l'État tient vraiment. 2 ans plus tôt, en janvier 1959, quand il a franchi pour la première fois le seuil de Matignon comme Premier ministre, l'atmosphère était toute différente. Le soleil d'hiver se reflétait sur la cour pavée. La garde républicaine présentait les armes. Les photographes crépitaient. Debré, costume sombre, visage fermé, avançait sans sourire, presque gauche, dans ces salons où s'étaient usés tant de présidents du Conseil de la 15e République. Lui n'est pas venu pour durer quelques mois. Il s'installe comme si les murs eux-mêmes devaient être refondus. Dans le grand bureau au plafond trop haut, il fait poser, face à son fauteuil, un immense portrait de Charles de Gaulle, comme un rappel permanent de sa mission, faire fonctionner, coûte que coûte, la machine institutionnelle qu'il a dessinée sur le papier. Mais la théorie se heurte aussitôt à la réalité brute. La guerre d'Algérie dévore le budget, empoisonne la vie politique, déchire l'armée. En même temps, l'économie française doit être modernisée à marche forcée, la monnaie stabilisée, les infrastructures reconstruites. À peine installé, Debré sent qu'il vit sous 3 horloges, celle de l'Algérie, celle de l'économie, celle de la légitimité d'un régime encore contesté. Et, dans l'ombre, un adversaire déjà prêt à compter ses faux pas.
François Mitterrand. Dès les premières semaines, Debré se jette dans la bataille économique avec la même énergie glacée qu'il mettra plus tard à affronter les putschistes. Il applique le plan Rueff-Armand, durcit la politique budgétaire, accepte l'impopularité des mesures d'austérité. En 1960, il accompagne la naissance du nouveau franc. Les billets changent, les prix s'affichent différemment, les Français découvrent que leurs anciens millions se résument désormais à quelques milliers. Debré suit les tableaux, les chiffres, les courbes comme autant de fronts de bataille. Il veut un État planificateur, efficace, rationnel. Il soutient la construction des grands ensembles, le développement de l'autoroute du Sud, la mise en chantier de centrales nucléaires. À ses collaborateurs, il envoie des notes serrées, souvent griffonnées au crayon, avec des urgents soulignés 2 fois. Dans les conseils des ministres, il joue le rôle de chef d'orchestre sec, parfois cassant, tandis que De Gaulle se réserve les grandes orientations et les décisions symboliques. Dans l'hémicycle, l'opposition fulmine. Mitterrand, redevenu député, dénonce un pouvoir qui ne respecte plus l'équilibre des institutions et accuse Debré de transformer le Parlement en simple chambre d'enregistrement. Il martèle, séance après séance, que cette rigueur budgétaire et cette concentration des pouvoirs cachent une dérive, la construction d'un régime personnel. Mais c'est sur la question algérienne que le conflit entre les deux hommes prend une dimension presque tragique. Michel Debré, fils de la tradition coloniale républicaine, est profondément attaché à l'Algérie française. À Matignon, il ne cesse de répéter que lâcher l'Algérie, c'est affaiblir définitivement la France, renoncer à une partie de sa grandeur. Lorsque, en septembre 1959, De Gaulle prononce à la radio un discours choc, évoquant le droit à l'autodétermination des populations algériennes, Debré est sidéré. Il n'a pas été associé à la formulation exacte des mots. Il écoute, impassible, mais à l'intérieur, c'est une secousse. La ligne officielle a basculé en une phrase « Il doit choisir, se dresser contre le général, au risque de tout briser, ou absorber cette volte-face et continuer la bataille en mai 1967. » Imposant l'ordre, en encadrant la transition, il opte pour la fidélité absolue, comme toujours. Mais ce choix a un prix intime. Mitterrand, lui, guette la moindre contradiction. Ancien ministre de la Justice pendant les premières années de la guerre, il connaît les ombres du conflit. Désormais dans l'opposition, il accuse le gouvernement Debré de pratiquer un double langage. D'un côté, les discours sur l'autodétermination. De l'autre, la répression féroce des maquis. Dans les meetings socialistes, il fustige un régime qui veut garder l'Algérie sans assumer les moyens démocratiques de sa présence, et qui prépare en réalité une sortie désordonnée. En janvier 1960, l'histoire bascule une première fois à Alger avec la Semaine des barricades. Des activistes ultras, déterminés à défendre l'Algérie française, dressent des barricades dans la capitale algérienne, affrontent. Les forces de l'ordre tirent sur les CRS, les photos font le tour de la France. Rues dévastées, corps étendus, drapeaux brandis par des Européens exaspérés qui se sentent trahis par De Gaulle. À Matignon, Debré suit minute par minute les télégrammes. Sa voix, habituellement monocorde, se durcit. Il ordonne l'envoi massif de policiers et de gendarmes, refuse de céder au chantage de la rue coloniale. Certains de ses amis gaullistes, eux-mêmes sensibles à la cause de l'Algérie française, hésitent. Lui ne tremble pas. L'État ne peut pas reculer devant une minorité armée, même si cette minorité se drape dans les couleurs du patriotisme. À la radio, il prononce des allocutions sèches, martèle que l'ordre sera rétabli. Dans l'Assemblée, Mitterrand saisit la moindre occasion pour retourner cette fermeté contre lui. Il dénonce une répression aveugle contre des Français égarés par la confusion d'une politique oscillant entre intégration et abandon. Les deux hommes, qui se sont croisés naguère dans les mêmes couloirs ministériels, ne se parlent plus que par micro interposé. Chacun accusant l'autre de trahir, à sa manière, l'idée qu'il se fait de la République. Et puis vient la nuit d'avril 1961. Quand le téléphone sonne, Debré sait que cette fois, ce ne sont plus seulement des colons en colère, mais des généraux bardés de décorations. Qui contestent l'autorité de Paris? Dans la salle de crise improvisée au rez-de-chaussée de Matignon, les cartes de l'Algérie sont dépliées, les lignes téléphoniques ouvertes en permanence avec l'état-major loyaliste.
Les heures défilent comme des secondes. Alger est tombé aux mains des putschistes. Oran vacille. La rumeur court que des unités aéroportées se préparent à embarquer pour la métropole. Debré blême, suggère à De Gaulle ce qu'il avait théorisé dans le texte constitutionnel. Recourir à l'article 16, donner au président des pouvoirs exceptionnels pour sauver les institutions. De Gaulle hésite un instant. Il sait que ce geste sera brandi comme la preuve de son césarisme, mais la situation est trop grave. Debré rédige, à toute vitesse, les textes juridiques nécessaires, puis le discours qui sera lu par le général. Quand, à la télévision, De Gaulle apparaît en uniforme, décoré, le ton grave, proclamant « Un pouvoir insurrectionnel s'est établi. En Algérie », Debré est dans la pièce voisine, penché sur un téléphone, attendant les premiers retours. Il a parié que la légitimité constitutionnelle qu'il a forgée pèserait plus fort que le prestige des généraux rebelles. Pendant 48 heures, il vit dans une sorte d'apnée. Si les conscrits, si les cadres moyens de l'armée basculent, tout s'effondre. Mais l'armée, massivement, reste fidèle. Le putsch se délite. La constitution honnie par l'opposition vient de prouver, dans le feu, sa capacité à protéger la République. La victoire est nette, mais elle n'apporte aucun répit. Dans les mois qui suivent, l'OAS fait régner la terreur. Attentats contre les musulmans pro-français, contre les gaullistes, contre les représentants de l'État. Michel Debré, figure honnie des ultras, devient une cible. Un soir, alors que sa famille dîne à la campagne, une explosion secoue la maison voisine. La bombe a été mal placée ou mal chronométrée. Vitres brisées, cris, fumée. Les enfants sont blêmes, sa femme tremble, mais Debré ne cède pas à la panique. Dès le lendemain, il reprend sa routine de travail presque inchangée, escorté de gardes du corps, protégé mais obstiné. Dans les colonnes des journaux, Mitterrand, lui, ne désarme pas. Sans rien cautionner de la violence de l'OAS, il dénonce la façon dont le pouvoir use de l'article 16 pour gouverner par ordonnance, censurer la presse, contrôler l'audiovisuel. Il parle d'état d'exception permanent. Debré, inflexible, fait avancer en sous-main les contacts avec le FLN, prépare avec De Gaulle le chemin qui mènera, en secret, au pourparlers déviant. Le paradoxe est vertigineux. Ce juriste conservateur, qui rêvait d'une France impériale, se retrouve à organiser la sortie d'Algérie au nom d'un réalisme d'État qui passe, à ses yeux, avant ses convictions profondes. En mars 1962, les accords d'Évian sont signés. Les combats cessent officiellement. L'indépendance de l'Algérie est en marche. Le jour du cessez-le-feu, Debré reste figé devant la radio quelques secondes de plus que d'habitude. Soulagement, bien sûr. Une guerre interminable touche à sa fin. Mais aussi un pincement au cœur, presque physique, à l'idée de ce que la France abandonne. Les semaines suivantes, il passe un moment à Orly, incognito, pour se rendre compte de ses propres yeux, de l'exode des pieds noirs. Des familles hagardes, des valises empilées, des meubles ficelés, des visages brûlés par le soleil d'Algérie et ravagés par la fatigue. Il ne dit rien, mais ces images le hanteront. Mitterrand, de son côté, ne laisse pas à Debré la moindre zone de répit. Il l'accuse d'avoir prolongé inutilement la guerre par entêtement, puis d'avoir bâclé la sortie, livrant les Algériens pro-français au chaos. Dans son regard, Debré voit déjà poindre une stratégie à long terme, faire de la critique de la vieille République un fil rouge, un récit global qu'il appellera bientôt le coup d'État permanent. À l'été 1962, un nouveau tournant institutionnel se prépare. De Gaulle veut modifier la Constitution pour faire élire le président de la République au suffrage universel direct, une révolution dans la mécanique que Debré avait dessinée en 1958. Paradoxalement, c'est lui, l'homme qui voulait un exécutif fort, qui s'inquiète de cette surenchère. Il craint qu'un président élu par le peuple entier ne devienne vraiment ce monarque républicain que Mitterrand dénonce. En privé, il exprime ses réserves, discute pied à pied avec De Gaulle. Mais, fidèle à sa logique de discipline, il finit par se ranger derrière la volonté du général et défend publiquement le projet. Mitterrand, lui, trouve là le carburant idéal pour sa campagne contre le régime. À la radio, dans les salles des fêtes de province, il étrille cette réforme qui, selon lui, substitue au peuple souverain un chef. Plébiscité, placé au-dessus des lois,
Son livre « Le coup d'État permanent » paraît en 1964, mais l'expression circule déjà sur toutes les lèvres de la gauche dès 1962. Debré sait qu'il en est le principal architecte visé, l'ingénieur du système. Avant même la parution du livre, un événement brutal vient redistribuer les cartes. L'Assemblée, excédée par la pratique du pouvoir, renverse le gouvernement Debré en adoptant une motion de censure en octobre 1962. Le Premier ministre, qui avait survécu aux barricades, au putsch, aux attentats, tombe finalement sous les coups d'un vote parlementaire. De Gaulle répond par une dissolution et appelle Georges Pompidou à Matignon. Debré, l'homme de la fidélité absolue, est sacrifié sans un mot de consolation publique. Chassé de Matignon, Michel Debré regagne les bancs de l'Assemblée nationale, député gaulliste d'Indre-et-Loire. Il retrouve la moquette de l'hémicycle, qu'il arpentait naguère comme opposant à la 43e République, mais cette fois, il siège du côté du pouvoir, non plus au gouvernement. Blessé, oui, aigri, non. Il continue de défendre avec acharnement la veuve république qu'il a contribué à bâtir, même quand certaines de ses évolutions lui échappent. Face à lui, Mitterrand prend de l'ampleur. En 1965, lorsque se profile la première élection présidentielle au suffrage universel, le défi se précise. L'homme qui a dénoncé le coup d'État permanent devient le candidat unique de la gauche, celui qui ose affronter directement de Gaulle dans le cadre même des règles écrites par Debré. Dans les états-majors gaullistes, c'est la stupeur. Mitterrand n'est plus seulement un procureur du régime, il aspire à s'en emparer. Le soir du premier tour, Debré suit les résultats à la télévision, dans un salon enfumé, en compagnie de quelques fidèles. Les chiffres s'affichent lentement, De Gaulle est en tête, mais Mitterrand fait mieux que prévu. Il y aura un second tour. Le cœur de Debré se serre. Il comprend, avant beaucoup d'autres, que l'architecture institutionnelle qu'il a édifiée, prévue pour protéger la France des instabilités, pourrait un jour porter au pouvoir son plus implacable adversaire. Dans les années qui suivent, Debré revient au gouvernement, mais plus jamais au sommet de Matignon. En 1966, il devient ministre de l'économie et des finances. Là encore, il traite les chiffres comme des armes. Il accélère la modernisation industrielle, pousse à la concentration des entreprises, soutient les grands programmes d'équipement. Il défend la TVA, impôt nouveau qui change la manière de financer l'État. Malgré les cris des commerçants et des artisans, son style ne s'est pas adouci. Il reste sec, exigeant, parfois brutal avec ses interlocuteurs. En 1968, il passe au Quai d'Orsay, ministre des Affaires étrangères. Le décor change. Tapis orientaux, carte du monde, réceptions officielles. Mais le sens du devoir reste le même. Il défend la politique d'indépendance de la France, le retrait de l'OTAN décidé par De Gaulle, les essais nucléaires qui scandalisent une partie de l'opinion internationale. À chaque sommet, à chaque conférence, il a l'impression de prolonger le rêve d'un État fort, maître de ses choix, mais à Paris, quelque chose gronde. Mais 1968 éclate comme un orage que personne n'a vu venir. Étudiants dans les rues, barricades au quartier latin, usines occupées, slogans peints à la hâte sur les murs. Il est interdit d'interdire, élection, piège à con. De son bureau du Quai d'Orsay, Debré observe une autre forme de révolte, bien différente des généraux d'Alger, mais tout aussi menaçante pour l'ordre qu'il vénère. Ce ne sont plus des colonels en képi, mais des jeunes en blouson qui contestent l'autorité, la hiérarchie, l'État. Les images de pavés arrachés, de voitures brûlées, de charges de CRS le renvoient à d'autres nuits de crise. Mais cette fois, l'ennemi est diffus, insaisissable. Mitterrand, encore lui, profite de la pagaille pour se poser en recours possible. En mai, il suggère, à mots à peine couverts, la formation d'un gouvernement provisoire. Certains entendent déjà en filigrane sa propre candidature à Matignon ou à l'Élysée, si De Gaulle vacille. Pour Debré, c'est une provocation de plus. L'opposition, au lieu de défendre les institutions attaquées par la rue, guette la chute pour s'avancer. Il voit revenir, sous une autre forme, le spectre de 1958 inversé, là où lui avait appelé De Gaulle pour sauver l'État menacé par l'armée. Mitterrand attend que l'État chancelle pour proposer cette fois une alternance lorsque, en avril 1969, De Gaulle organise un référendum sur la réforme du Sénat et la régionalisation.
Michel Debré comprend tout, de suite que ce scrutin n'est pas un simple vote technique. C'est un plébiscite déguisé, le dernier pari d'un homme de 78 ans qui joue sa place. Fidèle, Debré fait campagne pour le oui, sillonne les réunions publiques, défend une réforme dont il n'est pas l'inspirateur, mais qu'il voit comme une nouvelle rationalisation de l'État. Mitterrand, pour sa part, n'a pas besoin de se dépenser. Il sait que beaucoup de Français en ont assez du vieux général, de son intransigeance, de ses silences. Le soir du vote, Debré est chez lui quand tombent les premiers résultats. Le non l'emporte nettement. À 23 heures passées, De Gaulle annonce qu'il se retire. Debré reste un moment immobile, le transistor encore allumé, comme s'il espérait un rectificatif, un démenti. Rien ne vient. Il comprend dans ce silence que ce n'est pas seulement un homme qui s'en va, mais tout un monde politique, tout un imaginaire de la grandeur étatique auquel il a consacré sa vie. Au même moment, Mitterrand, dans un salon parisien, mesure que la voie s'ouvre enfin pour l'alternance qu'il prépare depuis tant d'années. Deux destins, deux visions de la République s'apprêtent à se croiser une dernière fois sur un terrain radicalement transformé. Pour Michel Debré, commence alors un autre combat, celui de l'après-gaullisme, où il devra se battre, désormais sans l'ombre tutélaire de Gaulle, avec pour seul héritage la Constitution qu'il a gravée dans la pierre, et que ses adversaires, à commencer par François Mitterrand, ont bien l'intention d'utiliser à leur tour. À 19h58, un soir de mai 1981, Michel Debré fixe l'horloge murale comme on attend un verdict. 2 minutes, 2 minuscules traits de lumière sur un cadran blanc, et pourtant tout peut basculer. La télévision grésille dans le salon, l'image saute par instants, la France retient son souffle. Sur l'écran, des visages sérieux, des cartes électorales, des pourcentages encore flous. Debré ne parle pas. Il sait exactement ce qui est en jeu. Dans 120 secondes, ce n'est pas seulement un président que le pays va choisir. C'est l'usage ou la trahison de la machine qu'il a lui-même construite 23 ans plus tôt et, par un de ces retournements cruels dont l'histoire a le secret, l'homme qui s'apprête à conquérir cette machine n'est autre que celui qui, pendant 20 ans, l'a dénoncé comme un coup d'État permanent. François Mitterrand. Les chiffres défilent en bas de l'écran. Debré serre les poings sur les accoudoirs de son fauteuil. Il revoit, en un éclair, la cour de l'Élysée, le bureau de Matignon, les nuits de crise, l'encre fraîche de la Constitution de 1958. Il revoit aussi le visage fermé de Mitterrand à l'Assemblée, ses attaques froides, ses livres assassins. L'ennemi politique d'hier va peut-être devenir, en quelques secondes, le maître légal du système qu'il maudit. Ironie absolue. La veuve république, conçue pour mettre fin à l'instabilité des régimes précédents, offre à l'opposition la plus acharnée, la clé d'un pouvoir sans partage. Revenons une dizaine d'années en arrière. En 1969, après la chute de Gaulle, beaucoup croient que la carrière de Michel Debré est terminée, qu'il se contentera d'un fauteuil de député parmi d'autres. Pourtant, à peine Georges Pompidou élu, le téléphone sonne à nouveau. Debré est appelé au gouvernement, cette fois comme ministre de la Défense. Le décor a changé. Plus de guerre d'Algérie, plus de putsch de généraux, mais une autre forme de tension, froide, silencieuse, planétaire. Il visite des bases aériennes, descend dans le ventre de sous-marins nucléaires, inspecte des bunkers enterrés sous des collines anonymes, là où, autrefois, il tenait une constitution comme un bouclier. Il touche maintenant du doigt la réalité d'une arme capable d'anéantir des villes entières en quelques minutes. Dans une salle de commandement enterrée, il écoute un officier lui expliquer les procédures de tir, les délais, les codes. 30 minutes pour frapper Moscou, glisse l'homme en uniforme. 30 minutes. Debré songe à un autre compte à rebours, celui de 1961. Lorsque les généraux d'Alger menaçaient Paris, ici la menace est abstraite, mais l'angoisse plus vaste, il est le gardien ultime d'une dissuasion dont il a défendu le principe depuis des années, au nom de l'indépendance nationale. Pourtant, quelque chose le gêne dans cette époque nouvelle. La politique semble se techniciser, se gérer comme un tableau de bord, loin des grandes ruptures fondatrices. Pompidou gouverne avec pragmatisme. L'élan quasi mystique des débuts gauliens se dissout peu à peu dans les compromis économiques. Pendant que Debré inspecte des régiments, François Mitterrand, lui, prépare patiemment sa revanche.
En 1971, au congrès d'Épinay, il prend la tête d'un parti socialiste réunifié. Il comprend vite que, pour battre le gaullisme sur son propre terrain, il faut accepter les règles de la veuve république, au lieu de les maudire. Il bâtit une stratégie méthodique, tisse une alliance avec les communistes, polit la figure du candidat unique de la gauche. Dans les réunions publiques, il parle toujours du système gaulliste. Mais, en privé, il étudie la Constitution comme un manuel d'utilisation. Debré, qui suit cela avec attention, voit se dessiner un paradoxe qui l'obsède. Le régime qu'il a voulu stable et protecteur risque de devenir la rampe de lancement d'une alternance qu'il juge dangereuse pour la nation. En 1973, Debré change encore de portefeuille, le voilà ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Fini les uniformes, place aux bottes crottées et aux coopératives. Il sillonne les campagnes, serre la main de paysans qui s'accrochent à des exploitations familiales menacées par la modernisation. Parle de remembrement, de prix garantis, de marché européen. Dans un village de la Beauce, un vieux cultivateur lui lance « On ne veut pas disparaître comme l'Algérie française ». La phrase claque, brutale, et le renvoie à ses propres fantômes. Debré veut sauver la paysannerie en la projetant dans la modernité, imposer des restructurations impopulaires pour éviter l'effondrement. Toujours le même réflexe, forcer le présent à coups de réformes pour conjurer un désastre plus grand. Parallèlement, il se rapproche d'un territoire qu'il ne quittera plus vraiment, l'île de la Réunion. Élu député, puis sénateur de ce département d'outre-mer, il y voit à la fois un laboratoire et un refuge, les paysages volcaniques, les ravines abruptes, les villages créoles accrochés aux pentes lui offrent un contraste violent avec les salons parisiens. Il y défend la départementalisation, réclame des routes, des écoles, des hôpitaux, comme s'il voulait graver la présence de la République, jusque dans les coulées de lave séchée. Certains l'appellent, non sans ironie, le vice-roi de la Réunion. Lui revendique d'être simplement le représentant acharné de l'État, là où il est encore fragile. Mais l'horloge politique, elle, ne ralentit pas. En 1974, Pompidou meurt brutalement. Nouveau vide, nouveau danger. La droite se déchire sur le choix d'un candidat. Debré milite pour un gaulliste pur sucre. Au final, c'est Valéry Giscard d'Estaing, libéral, européen, qui s'impose face à François Mitterrand d'un souffle au second tour. Pour Debré, c'est une double alerte. D'abord, il voit dans Giscard un héritier ingrat, prêt à moderniser la veuve république jusqu'à la défigurer, en l'ouvrant à un centre, mot à une Europe dominante. Ensuite, il mesure à quel point Mitterrand est proche du but. La prochaine fois, il pourrait gagner. Au fil des années 1970, Michel Debré se marginalise peu à peu dans sa propre famille politique. Les jeunes loups gaullistes, Jacques Chirac, entre autres, prennent la main, jouent des alliances, négocient avec Giscard. Debré, lui, reste campé sur une ligne intransigeante, hostile aux dérives libérales, sourcilleux sur la souveraineté nationale. Son adversaire principal, pourtant, reste le même, Mitterrand. Le socialiste ne cesse d'affiner sa stature de président en attente, parlant de programmes communs, de changements dans la continuité institutionnelle. La scène est prête pour l'affrontement final. En 1981, Michel Debré prend une décision qui tient à la fois de l'orgueil et du désespoir. Il se présente lui-même à l'élection présidentielle. Candidat gaulliste historique, il veut rappeler au pays la ligne originelle, souverainiste, étatique, qu'il estime diluée par Giscard, mais le pays a changé. Les électeurs n'ont plus le même rapport mythique à De Gaulle. Les jeunes n'ont connu que la veuve république comme une évidence. La campagne de Debré est terne, étouffée, presque anachronique. Le soir du premier tour, le verdict est sévère. Moins de 1% des suffrages. Une humiliation arithmétique. Dans la cuisine de son appartement, en regardant les résultats, il reste silencieux. La France qu'il croyait sauvée en 1958 ne le reconnaît plus vraiment. Et nous revoilà au soir du 10 mai 1981, 20h. Le générique du journal télévisé retentit, les chiffres apparaissent. François Mitterrand, 51,7%. Valéry Giscard d'Estaing, 48,3%. Dans le salon de Michel Debré, un souffle à peine audible, l'air qui quitte les poumons d'un homme qui vient d'assister à la victoire. Politique de son ennemi intime. Pas un coup d'État, pas une insurrection, pas un char dans les rues. Une alternance tranquille, par les urnes, à l'intérieur même.
Du cadre qu'il a conçu pour prémunir la France du désordre, le paradoxe est total. La veuve République vient de prouver une nouvelle facette. Elle peut porter la gauche au pouvoir sans vaciller. Debré ne casse pas la télévision, ne hurle pas, il se lève, marche jusqu'à sa bibliothèque, sort un exemplaire, usé, griffonné, de la Constitution de 1958. Il le feuillette comme on relit un texte sacré, dont on doute soudain de l'interprétation. Quel usage Mitterrand fera-t-il de ces articles? Gouvernera-t-il comme monarque républicain ou comme arbitre? Va-t-il écouter la tentation de réécrire la règle du jeu ou s'en servir comme d'un levier? Le temps, désormais, va devenir la nouvelle arme. Le temps d'un septennat, peut-être deux. Debré se donne, à lui, un autre compte à rebours. Le temps qu'il lui reste pour défendre, par les mots et les idées, l'esprit qu'il a voulu insuffler à cette Constitution. Durant les premières années du mitterrandisme, il assiste furieux aux nationalisations, aux grandes réformes symboliques de la gauche, mais il note aussi, avec une vigilance presque maniaque, ce qui ne bouge pas: la primauté de l'Élysée, le rôle du Premier ministre, la centralisation des décisions. Mitterrand, loin de dynamiter le cadre, l'investit pleinement. Le socialiste, qui dénonçait l'élection du prince, s'installe avec aisance dans le costume présidentialiste. Pour Debré, c'est un double scandale. Son adversaire idéologique prospère, et il le fait sans même toucher au cœur institutionnel du système. La veuve République prouve ainsi qu'elle n'appartient pas à un camp. Elle est, pour le meilleur et pour le pire, un outil au service de celui qui sait l'utiliser. À La Réunion, où il partage désormais son temps, Debré continue de batailler au Sénat, de déposer des amendements, d'écrire des tribunes, incendiaires contre ce qu'il appelle la dérive européenne et la banalisation de l'État. Dans les cafés de Saint-Denis ou sur les places de village des Hauts, il tient des réunions publiques où se mêlent accents créoles, inquiétude sociale et grande tirade sur la souveraineté. Sur ces terres éloignées de Paris, il a l'impression de retrouver, par moments, quelque chose de l'intensité des débuts. L'État comme promesse, pas encore comme simple gestionnaire. Puis arrive 1986, et avec lui un événement que même Debré n'avait pas entièrement anticipé, la cohabitation. Pour la première fois, un président socialiste doit gouverner avec une majorité parlementaire de droite, et Jacques Chirac à Matignon. Ce scénario, improbable sous les républiques précédentes, devient possible grâce à l'architecture qu'il a dessinée: président fort, mais dépendant d'une assemblée, gouvernement responsable devant les députés, mais nommé par le chef de l'État. Dans ce mécanisme subtil, la cohabitation est une sorte de monstre juridique, prévu sans être voulu. Debré, partagé entre fascination et répulsion, observe ce ballet étrange. Mitterrand, toujours président, incarne une continuité, tandis que la politique économique, sociale, change de cap sous l'impulsion de la droite. Il y voit à la fois une confirmation et un avertissement. Confirmation, parce que la veuve République résiste encore à une situation inédite, sans sombrer dans le chaos. Avertissement, parce que cette plasticité risque d'encourager les compromis les plus cyniques, les doubles langages, les calculs d'appareil. L'État fort qu'il rêvait s'étire comme un caoutchouc entre Élysée et Matignon. Le conflit avec Mitterrand, désormais, se joue moins dans l'hémicycle que dans les livres et les mémoires. Chacun écrit sa version de l'histoire. Chacun veut figer dans le marbre l'interprétation de ces décennies de combat. Au tournant des années 1990, Michel Debré vieillit, mais ne désarme pas. La chute du mur de Berlin, la construction accélérée de l'Union européenne, le traité de Maastricht sont, pour lui, autant de signaux d'alarme. Il dénonce un transfert de souveraineté qu'il juge contraire à l'esprit même de la veuve République. Dans son bureau encombré de dossiers, de lettres et de photos jaunies, il travaille à un rythme que son entourage juge insensé pour un homme de son âge. Il écrit des volumes de souvenirs, des pamphlets, des analyses juridiques. Il sait cette fois que le temps lui est réellement compté. Les médecins lui parlent avec des précautions inutiles, problèmes cardiaques, fatigue extrême. Il répond en augmentant la cadence. Il se donne symboliquement 10 ans pour remettre de l'ordre dans le récit, puis 5, puis 3. Chaque année, le cercle se resserre. En 1995, Mitterrand quitte l'Élysée, usé par la maladie.
Rongé par les polémiques, Debré assiste à cette sortie crépusculaire avec un sentiment mêlé, satisfaction de voir enfin se clore le long règne de son adversaire, mais aussi conscience que, désormais, leur duel appartient presque entièrement au passé. Les deux hommes sont devenus, aux yeux d'une nouvelle génération, des figures de manuels scolaires, plus que des acteurs vivants. Le 8 janvier 1996, François Mitterrand meurt. La télévision montre le cortège funèbre, les drapeaux en berne, les hommages officiels. Michel Debré, de plus en plus faible, regarde ces images avec une attention presque clinique. L'homme qui avait passé sa vie à combattre la veuve République en est mort comme son plus ancien occupant. Il n'a pas modifié une virgule essentielle de la Constitution. Il s'est contenté d'en explorer toutes les possibilités. Debré y voit une sorte de justice paradoxale. La solidité de l'édifice, même manipulée par son plus grand critique, est démontrée jusqu'au bout. Quelques mois plus tard, le 2 août 1996, c'est au tour de Michel Debré de s'éteindre. Pas de putsch, pas de référendum dramatique, pas de vote de censure, simplement un cœur qui lâche, après des décennies passées à battre au rythme accéléré des crises de la République. Ses obsèques sont sobres. Des ministres, des anciens collègues, quelques anonymes de la Réunion venus de très loin, des gaullistes fidèles. Dans les discours, on évoque l'homme de l'article 16, le rédacteur de la Constitution, l'ancien Premier ministre, le défenseur inflexible de l'État. On parle moins de ses failles, de ses entêtements, de ses douleurs algériennes. Comme toujours, l'histoire lisse les angles. Pourtant, quelque part entre le bois des cercueils et la pierre froide des monuments officiels, un héritage plus subtil continue de vibrer. Il n'a pas la forme d'une avenue monumentale, ni d'une statue sur une place. Il est inscrit dans les réflexes mêmes de la France contemporaine, cette manière de se tourner vers l'Élysée dès qu'une crise éclate. Cette attente d'un chef capable de trancher, cette stabilité paradoxale d'un pays pourtant traversé de colère, chaque fois qu'un président s'adresse à la nation en situation d'urgence, qu'un Premier ministre engage la responsabilité de son gouvernement, qu'un Conseil constitutionnel arbitre un conflit, c'est un peu de Michel Debré qui parle encore. Et si, au fond, la vraie victoire de cet homme qui a passé sa vie à lutter contre le désordre était là, dans cette continuité silencieuse, d'institutions capables d'absorber même les plus violents de ses adversaires. Le juriste intransigeant, le gaulliste inflexible, l'ennemi juré de Mitterrand repose désormais dans le calme des cimetières, mais l'horloge qu'il a accrochée au mur de la République continue de tourner, implacable, mesurant non plus le temps qu'il lui reste, à lui, mais le temps qu'il reste, à chaque génération, pour ne pas laisser l'État lui échapper